Bonjour, c'est Cybercafé, soyez les bienvenus dans le mythique Théâtre 140. Alors aujourd'hui, on va parler des mini-PC. Alors, ils sont mini, mais font-ils le maximum? Les prix sont-ils mini? Oh, les Transformers, c'est quand même un dessin animé mythique, les Transformers. Bah, ils en ont fait un jeu, tenez, ah oui. Ah, puis il y a le Wi-Fi aussi, connaissez le Wi-Fi, hein? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Wi-Fi, c'est sur ce site, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir ça, madame. Plus de 325 000 noms de sites belges sont réservés. Pour combien de vrais sites actifs? Vous aurez également droit à un tourné-monté avec Jean-Marc. Évidemment, quelques Geek News avec Brice. Mais avant cela, dames, messieurs, le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Très bien, tu as vu que nous sommes au théâtre 140. Eh oui, on est au 140 et il n'y a personne. D'ailleurs, comme la semaine dernière. passée. Si par exemple vous avez un papier peint rose, eh ben, on peut acheter un mini PC rose. Bonjour, je vous ai amené quelque chose de super tendance aujourd'hui, c'est le mini PC. Ah, je crois que c'était des je crois petits qu'il allait- souliers avec des talons. Non, je crois qu'il avait parlé de string. Je peux faire ça aussi la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a un spectateur qui m'a dit qu'il regardait l'émission Cybercafé en string. Un streaming. Ah, en streaming. Ah, mais voilà, je comprends toujours. Alors c'est quoi un mini PC? Bonne C'est tout question. simple à comprendre, c'est un PC qui fait à peu près 20 sur 30 cm. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, on doit faire un petit peu d'histoire avant ça. Avant les PC, il y avait des Mac qui étaient des mini PC et ça s'appelait un cube. Apple a lancé ça, Brice. Ouais, il y a 3-4 ans, j'en ai encore d'ailleurs. Et C'est pas celui que j'ai? ça a été un C'est un peu le même genre, c'est un petit cube, voilà, un petit cube. Comme ça. Ça a été un flop assez monumental, ça a bien marché, puis malheureusement ils ont abandonné Il était un peu cher, la raison c'est qu'il était un peu trop cher. qui n'était pas assez évolutif. Ici on a quelque chose de pas cher et d'évolutif qui fait à peu près les mêmes dimensions, effectivement 20 sur 30. Alors un mini PC, c'est pas un barebone. On dit souvent... C'est quoi Un barebone, c'est Alors, quoi? on va reprendre tout ça du début. Avant d'acheter un mini PC, on doit acheter un barebone. Un barebone, c'est le kit, parce qu'un mini PC, c'est un truc de geek. Avant tout, pour l'instant encore, parce qu'on doit le construire, pour avoir un bon mini-PC maintenant, on doit le construire soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait? On achète le barebone, qui est le kit, qui comprend la carte mère, la carte graphique et toutes les composantes qu'on peut avoir également. Ça veut dire le lecteur de CD-ROM, le graveur, qu'est-ce qu'on peut avoir encore aujourd'hui? De la RAM, Oui, un exactement. disque dur. Et quand tu dis mini PC, l'écran il est fourni avec? Non, l'écran est normal, c'est juste le PC lui-même. Ah, qui est ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on assemble tout ça. Alors, il y a 3 écoles pour l'instant. On peut l'acheter chez des revendeurs. Il n'y en a pas beaucoup et ils sont assez méconnus. C'est Asus, Soltech et Shuttle qui sont assez méconnus sur le territoire belge pour l'instant. Mais ça marche très, très On fort peut en les commander Asie. sur le net. On peut les commander sur le net, effectivement. Ça, c'est la première école. On les achète tout fait. C'est ce qui est le plus cher pour l'instant. Ça coûte entre 150 et 350 €. Mais il faut bien se rendre compte que ça, c'est uniquement le prix du mini-PC. Ça ne comprend pas l'écran. Mais il y a moyen d'avoir un écran... 150 €, c'est pas cher pour un PC. Tout à fait. Mais c'est un peu du bas de gamme. Ouais, C'est-à-dire... mais c'est mini, mais leurs fonctions sont mini aussi ou alors? Est-ce qu'ils font le maximum? Tout à fait, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les tours, il y avait beaucoup de places qui étaient vides et qui ne servaient pas à grand-chose et qui servaient juste à la ventilation et au refroidissement, etc. Et bien maintenant, avec les technologies actuelles, c'est plus tout à fait nécessaire. C'est un peu comme dans les tours du bureau, il y a plein de trucs qui servent à rien. Tout à fait. Et bien là, on utilise le maximum de place et donc ça tient en général dans 20 sur 30. C'est une dimension qui est assez standard apparemment. Et puis une fois qu'on a le barebone, on achète la tour. Et ensuite, on va donner ça à un constructeur, c'est-à-dire une boutique, il y en a dans toutes les grandes villes, dans tous les villages, pour qu'ils assemblent ça eux-mêmes. On peut demander à son petit frère. Si Oui, on parce a qu'en un général, petit les petits frères de 7 ans, ils font ça Ouais. beaucoup mieux que nous. Ouais. Et on peut faire ça effectivement soi-même, mais évidemment, il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que ça demande un peu de soudure, ça demande vraiment... La soudure pour assembler un PC? Un petit peu quand même, non? Non, je crois pas, mais... Au chalumeau, à l'étain. Et donc, l'intérêt, évidemment, c'est de faire une grosse économie sur l'achat du PC et aussi, évidemment, d'avoir un PC qui est plus compact. Ça veut dire que la tour, ça prend énormément de place sur le bureau et bien là, on a quelque chose d'assez compact. C'est aussi beaucoup plus joli parce qu'ils font, notamment chez Asus, et chez Shuttle, ils font des trucs assez tendance. Ça veut dire, il y a des... Et surtout, ils sont silencieux.
Parce que Asus, comme Shuttle, font des PC où, comme ils sont plus petits, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça fait moins de bruit. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Et ça chauffe pas beaucoup plus vite aussi alors? Non, c'est prévu à cet effet justement, c'est pour ça que ça a été conçu entre autres. Et donc en fait, l'intérêt aussi c'est d'avoir quelque chose qui peut-être est aux couleurs de votre bureau. Si par exemple vous avez un papier peint rose, et ben, on peut acheter un mini PC rose. Ah, super, c'est vraiment, je suis sûr que ça va plaire à plein de gens. Mais l'intérêt aussi, c'est évidemment d'abriter Windows Media Center, qui est la version la plus tendance. Ou Linux, moi j'ai un Linux. XPC de Shuttle, et j'ai installé Meet TV et Linux dessus. C'est tout petit et ça rentre dans ton salon comme un magnétoscope, c'est pratique. Alors, on peut s'en servir comme par exemple PC qui lit que du DivX, qui lit que du MP3, comme station internet, comme station rien que pour les jeux, et on utilise des composants alors qui correspondent tout à fait à l'usage qu'on peut en avoir, que ce soit pour le jeu ou que ce soit plutôt pour le multimédia. On peut brancher ça sur sa télé, s'en servir un petit peu comme magnétoscope. C'est-à-dire que ça amène toute une série d'évolutions informatiques qui sont apportées notamment par les versions Windows Media Center et des versions de Linux qui arrivent également sur le marché. Est-ce que les prix sont mini aussi? Alors je l'ai dit, c'est entre 150 et 350. Ça comprend pas l'écran encore pour l'instant, mais c'est un prix qui est tout à fait démocratique. Ça fait à peine 15 000 anciens francs pour un PC, c'est tout à fait abordable. Ton téléphone, Raphaël. Ouais. C'est le prix d'un beau cadeau de communion, en somme. J'ai trouvé un site assez bien fait, il est en français, et où on a un maximum d'informations sur les revendeurs en France, mais c'est jamais que quelques kilomètres à faire en train. Alors c'est barbones.com, barbones.com, et là on a tout ce qu'on doit savoir sur les mini-PC, les barebones, comment les faire soi-même, etc. Tout qui est expliqué. Formidable. Voilà, comme Brice, vous êtes un grand geek et vous serez amateur de mini-PC. C'est vraiment bien retranscrit puisque toute la maniabilité de la transformation avec le fameux... Alors Gilles, un bon petit souvenir d'enfance? Oui, puisque Transformers débarque sur PlayStation 2, donc un nom qu'on a connu, à nous autres les grands enfants. Le mercredi après-midi, adepte du mercredi les dessins animés... Dorothée, Karen Cheryl. Voilà. Donc on a souvent aussi parlé des licences de jeux, donc des droits d'utilisation, d'exploitation de grandes figures comme ça. C'était un petit peu la spécialité d'Atari, on avait connu Matrix et tous ces jeux-là. Là c'était Bandai qui faisait des jouets Transformers. Exactement. Et on a souvent parlé de l'intérêt réel de ce genre de choses, puisque c'est souvent vite acheté pour envoyer tous les joueurs directement dans le rayon par nostalgie. Et ici, si le jeu il est bon ou c'est encore une autant le dire tout de suite, c'est vraiment bien dans le sens où on avait quand même pas mal de peur en se disant ça allait être une énième pompage d'une grande licence. Oui, mais pour les gens de notre âge, c'est un peu mythique quoi, donc toucher à un truc comme ça. C'est notre culture en fait. Oui. On a tous un Transformers caché dans un tiroir. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tout l'univers des Transformers, puisque au niveau scénario, on retrouve d'un côté, donc il y a les Transformers, c'est deux clans de robots, les Autobots face aux Decepticons. Et ici, ça raconte le scénario tiré de la dernière série des Transformers, Transformers Armada, qui passe encore probablement à la TV quelque part. Sur un satellite ou l'autre. Oui, et qui raconte l'histoire de mini-cons, comme ils ont dit en anglais. Des mini-cons, quoi, donc c'est ça. Faut pas confondre avec les gros, quoi. En français, là, je ne sais pas si on peut parler de censure, ils ont traduit ça par mini-cans et des Decepticons, alors que bon, on n'est pas dupe, on connaît quand même ces classiques, et qui se font la guerre pour avoir le droit de s'allier les services de ces petits Transformers qui vont probablement faire la différence dans la fameuse guerre. Alors Gilles, en fait, moi il y a deux trucs qui me fascinent. D'abord, c'est que les cinématiques sont d'une qualité qui est de loin supérieure aux dessins animés qu'on connaissait à l'époque. C'était des dessins animés japonais, genre une image toutes les 2 secondes. Là, tu vois la progression de la technologie, c'est hallucinant. Et puis la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils utilisent le fait de pouvoir se transformer en avion, en camion, dans le scénario du jeu? Est-ce que c'est utile au jeu? Eh bien justement, juste un gadget, non. Ce qui est vraiment bien là, c'est d'un côté donc la réalisation graphique est vraiment épatante, parce que c'est quand même sur PlayStation 2, il faut le rappeler. Et ce qui saute aux yeux, donc c'est la qualité des cinématiques, surtout les aires de jeu, puisque à l'annonce sur le papier, on nous avait dit 8 niveaux jouables. On se dit c'est un peu juste, mais quand on voit la taille des maps, donc les surfaces de jeu, ça va des temples aztèques à la forêt amazonienne en passant par la banquise. Enfin bref, c'est vraiment hallucinant. Et tout l'intérêt justement d'être avec un de ces fameux robots, dont on n'en conduit malheureusement que 3. Mais voilà, j'allais te demander, il y en a que 3. On a le choix on a le choix entre le Optimus Prime, donc le chef, beau comme un camion, et Hotshot, la voiture. Enfin bref, il n'y en a que 3, mais justement ici c'est vraiment bien retranscrit puisque toute la maniabilité de la transformation avec le fameux... On entend le bruit. On peut voler. On peut à des moments voler, ça c'est des choses qu'on va débloquer par la suite. Enfin bref, la réalisation est terrible, le scénario
Bon, il est fidèle à la série, hein, c'est pas non plus du Shakespeare, mais en tout cas c'est vraiment bien rendu. Pour l'instant ce n'est que sur PlayStation 2, et si ce genre de jeu définit par la suite les futures licences d'Atari, eh bien on signera demain, parce qu'ici on a pour une fois une vraie utilisation d'une licence qui se fout pas de notre gueule avec un très très bon jeu. Cela fait une éternité que j'attends ça. Dans une ambiance qu'on aimera retrouver vraiment avec plaisir. Et une fois de plus, des Français qui font un jeu avec des Japonais, quoi. Oui, bah oui, de plus en plus. Qui est assez comique. Bah, c'est les Français qui diffusaient ces dessins animés. Oui, mais c'est pas eux qui les faisaient. Non, d'accord, d'accord. Donc voilà, vous avez passé 20 ans, vous êtes un peu nostalgique. C'est un bon jeu, les Transformers. Ce n'est pas un robot, c'est Xavier, il est bien humain, bien vivant, et tu viens nous parler d'art. Et d'ailleurs, tu as un très joli sac, Xavier. Un très très joli sac. Art Bruxelles, c'était la foire d'art contemporain la semaine passée. Ça dure 5 jours, c'est OSL, 140 galeries à peu près, européennes, un peu américaines. Donc c'est une brique. Un bottin. C'est la brique de la culture contemporaine. Mal, Alors il y a toute une série d'artistes qui travaillent que sur Internet. Ça c'est vraiment la crème de l'art numérique. Jeudi.org par exemple. Voilà. C'est des Belges. Voilà, qui des vivent en Belges. Espagne. Qui Michael sont, Samin. Seulement sur Internet. Qui font que des sites web qui sont des œuvres. Voilà, c'est ça. Il y en avait? Alors je me suis dit justement, est-ce que Art Bruxelles, qui se veut une foire d'art contemporain, on va trouver des connexions Internet avec des sites à vendre, des sites d'artistes, ou bien on va tomber sur du numérique un peu plus classique, plus vieillot. On va voir. Si le numérique se décline sur le marché de l'art, c'est dans son sens le plus large, avec en premier lieu la photo numérique, désormais classique. Autre exemple d'utilisation du numérique, évidemment, là il y a un trucage, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, ça s'appelle « À la recherche de la bombe ». La bonne vieille télé qui diffuse de l'art vidéo que personne ne regarde est toujours présente, mais en version rigolote à Art Bruxelles. J'ai peur. On dirait de l'existence. Et en vedette, Tony Oursler qui passe au grand format plus démonstratif. Il n'y a plus trop de téléviseurs au sol avec une vidéo d'artiste que personne ne regarde, on en est plutôt là. Alors ici, là on a quand même quelque chose. Ulf Lang-Heinrich. Et ça demande une petite explication. C'est un travail qui est présenté sur ces écrans plats et qui ont pour but en fait d'être accrochés au mur. Donc c'est vraiment à concevoir comme une toile finalement, comme un tableau et pas comme une installation vidéo. Toute son œuvre, donc les 4 DVD sont à 22 000 €. Comment puis-je avoir l'assurance, si je paye 22 000 €, que ce DVD ne va pas être copiable, copié? Pour ça, vous signez un contrat avec nous et la personne qui est en possession de ce contrat est l'unique propriétaire de l'œuvre. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est une forme de sécurité. Évidemment, c'est un contrat qui est conclu avec la galerie Chromosome. Là, on présente en fait une série de 3 écrans. Ce sont des surnatures, un peu comme des serres virtuelles numériques. C'est plus qu'une vidéo, c'est de l'art numérique puisque ça s'auto-génère ad vitam aeternam. Voilà, donc on a une serre, voilà, des plantes qui naissent, qui croissent, qui se développent, qui meurent et on ne sait pas quand. Voilà. Donc il a programmé de l'aléatoire, c'est complètement... Voilà. Finalement, ce qui tourne derrière, c'est un programme assez simple. Alors ça a été créé sous Linux, mais c'est assez simple, enfin, c'est pas évident à élaborer quand même. Ouais, dans les jeux vidéo, par exemple, le même type de programme. Oui, bien sûr. Des espaces persistants qui se développent. Voilà. Alors, combien ça coûte cette œuvre? Et vous me vendez que le programme ou vous me vendez l'écran? Je vous vends tout. Le programme, l'ordinateur et l'écran. Et ça vaut 12 000 €, pièce unique. Il y a un système de service après-vente, service technique après-vente. Pour 12 000 €, j'ai le helpdesk que je peux appeler si j'ai un problème. Voilà. Parce que ça, c'est peut-être nouveau, c'est que les artistes et les galeristes vont être confrontés aux hackers maintenant. Oui, exactement. Ils vont essayer de hacker les œuvres d'art, évidemment. Ouais. Mais il n'y a pas encore eu de problème. Le seul problème qui est arrivé, c'est que dans cette serre virtuelle, il y a eu un petit accident, il y a eu une mauvaise herbe qui pousse.
Et c'était un petit accident et on a dit ah non, on veut, on garde. Parce que c'était très. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est justement des incidents. Donc parfois on ne sait pas, par exemple, sur cet écran-là, avant-hier, il y avait une mauvaise herbe qui est poussée et voilà. Par contre, plus de bugs pour ce qui est de la vidéo, support DVD, projecteur de qualité. Aujourd'hui, l'installation vidéo est fiable et donc vendable. Et l'animation aussi a acquis ses lettres de noblesse. Okon Tada est un jeune artiste japonais vivant à Tokyo qui a la particularité de travailler uniquement par ordinateur. Il montre que finalement c'est l'intellectuel qui prime et après la réalisation, comme dans les temps classiques, peut être fait par des artisans ou des laboratoires aujourd'hui. C'est la version moderne. En tant que galeriste, moi je défends beaucoup l'art numérique. Je pense surtout que c'est une question de connaissance. On en est encore au premier stade, à la recherche dans ce domaine-là, et que le marché de l'art met du temps avant d'absorber les nouveautés. Tout simplement, c'est le cours de l'histoire. Enfin, un site web, par exemple, d'artistes qui serait participatif, comme il y en a plein, ou d'écriture participative, ça se trouve sur un serveur, le client il va acheter quoi? Alors il peut acheter, selon différentes modalités je dirais, il peut acheter un accès réservé, donc un login qui fait qu'il est un des rares à pouvoir y accéder et à en profiter. Il peut aussi acheter un CD-ROM finalement où la chose est gravée et enlevée du réseau. Et il peut aussi choisir, et cela arrive parfois, que ce soit en libre service sur Internet aussi, disant moi je peux partager mon œuvre. Elle m'appartient chez moi, je l'ai, j'en suis l'heureux propriétaire. Mais si d'autres veulent la regarder, pourquoi pas? Ça, c'est une électro-installation, c'est-à-dire que les électrodes qui sont plantées dans les pommes de terre, je le vois ici, produisent des effets chimiques, une sorte d'électrolyse, et chaque pomme de terre produit une impulsion d'environ 0,7 volts. Voilà. Ce qui fait évidemment une réaction à travers... Ah bah oui, on le voit d'ailleurs. Metal Gear Solid revu à la sauce 128 bits. Deuxième apparition du maître des jeux Gilles pour Metal Gear Solid. Mais on a déjà parlé il y a 7 ans, Metal Gear Solid. Effectivement, donc on a souvent aussi parlé de la série des Metal Gear Solid, puisqu'il y a eu un premier épisode il y a 7 ans sur PlayStation 1, il y a eu d'autres épisodes sur PlayStation 2, et on annonce encore un nouvel épisode sur GameCube. Donc là, enfin sur GameCube, ils vont pouvoir jouer à Metal Gear Solid. Voilà. Oui, mais au même jeu. Au même jeu. Non, ici ça préfigure justement l'arrivée, le retour de Snake, le héros bien connu de la série des Hideo Kojima. Le roi de l'infiltration sur la console d'un plombier, c'est génial. Super. C'est Mario, le plombier. Non, donc ici, en fait, c'est une commande, c'est un portage d'un jeu mythique. C'est pas exactement la même chose qu'au niveau des améliorations. Il y a évidemment une refonte graphique, puisqu'on peut dire que c'est le premier Metal Gear Solid revu à la sauce 128 bits, avec des améliorations flagrantes au niveau des cutscenes. Au niveau du jeu, ça reste globalement la même chose, si ce n'est qu'en fait, ils ont, bonne idée, repris toute la saveur du gameplay de la série du deuxième épisode. En gros, pour résumer, c'est un petit peu la jouabilité du deuxième épisode de Metal Gear Solid replantée dans le premier. C'est un peu un truc commercial, non? Oui, évidemment, c'est pour relancer l'intérêt à la sortie du prochain Metal Gear Solid. Oui, mais quand même, pour les gens qui ont une GameCube, c'est pas mal d'avoir un exemplaire de Metal Gear Solid parce que ils n'ont jamais joué. Il était que pour PlayStation. Oui, d'autant plus que l'infiltration n'est pas énormément présente au niveau de la GameCube. Donc là, on revient quand même avec un maître en la matière, la star des stars, Snake, qu'on retrouve ici dans une version qui, graphiquement, est quand même assez bien faite. Est-ce que le jeu est encore à la hauteur aujourd'hui, des années après? Est-ce qu'on a encore une bonne émotion? Est-ce que c'est pas un peu has-been? Non, non, justement, en s'y replongeant dedans, même si moi j'avais fait la version PlayStation, la version PC, etc. Toi, tu connaissais le jeu auparavant. Ouais, et bien justement, on retrouve vraiment un plaisir de jeu et on se rend compte quand même que c'est pas le succès d'un bon jeu n'est pas uniquement graphique. Ouais, comme quoi les bons jeux restent bons. S'il y a un bon scénar à la base. Oui, d'autant plus que ici, ce qui saute quand même aux yeux, c'est toute l'amélioration des cutscenes, donc les scènes cinématiques, puisque justement dans la série des Metal Gear Solid, c'est souvent ça qui fait un peu le côté grandiloquent et charmeur de la production, parce que directement, il y a vraiment le générique qui arrive très cinématographique. Ils ont même carrément commandé ces fameuses cutscenes à un maître en la matière japonais.
il y a vraiment un souhait d'essayer de continuer à perdurer le mythe de Metal Gear Solid qui débarque enfin sur GameCube. Donc c'est un mythe qui va encore en continuant. Ouais. Et sachez, vous, amis téléspectateurs, que nous en aurons 5 à gagner à la fin de cette émission. C'est une affaire de passion. Une affaire de passion? Non, là-dedans, il y a beaucoup de clients. Alors Dominique, tu viens nous parler des dessous du web belge, et plus particulièrement aujourd'hui des noms de domaine. Oui, parce que j'avais envie d'explorer avec Cybercafé un peu ce qui se passait à l'intérieur du web. Et le nom de domaine, c'est une grosse question très importante au moment. Faut rappeler ce qu'est un nom de domaine. Eh bien, écoute, c'est la porte d'entrée sur Internet. Si tu n'as pas de nom de domaine, tu n'existes pas quelque part. C'est ce qu'il y a après le 3xW, quoi. Exactement, machin.be, quoi. Eh bien, il faut que tu saches que plus de 350 000 noms sont enregistrés en Belgique. Dans ces 350 000 noms, il y en a la moitié à peu près qui correspondent à des sites achetés par des Hollandais. Première surprise. Et il y a un très faible pourcentage qui est vraiment actif sur Internet. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui est un spécialiste de ce genre de choses. Monsieur Alain Lombard. Oui, qui gère plus ou moins 3000 noms, pour l'instant, de domaines, en fait. Ça fait quoi, gérer des noms de domaines? C'est un travail assez long, mais c'est un travail, disons, impératif. Ces noms de domaine, il faut tous les ans renouveler la licence, il faut surveiller si les adresses IP n'ont pas été modifiées, si elles sont toujours actives, s'il n'y a pas, disons, on ne tombe pas sur des liens brisés. Enfin bon, ça nécessite une routine d'environ 2 heures tous les jours. Du nettoyage, beaucoup de nettoyage. Beaucoup de nettoyage, en effet, oui. Et on fait ça pourquoi, en fait? De façon à ce que les sites soient toujours accessibles. Mais alors, c'est quoi? C'est une affaire de passion? Une affaire de passion, non. Là-dedans, il y a beaucoup de clients qui, disons, ont demandé de l'hébergement par l'intermédiaire d'une entreprise. Et il faut assurer la visibilité de ces clients. Il faut que leur site soit tout à fait fonctionnel. Donc ça fait partie du travail, tous les jours, de vérifier si les noms de domaine sont bien actifs, s'ils n'arrivent pas à échéance, de facturer à temps et à heure, de façon à ce que, à la date d'échéance, ces noms ne retombent pas en quarantaine ou dans le domaine public. Mais il y a une stratégie qui sous-tend tout ça. Hein. On a parlé de jouer sur les noms différents, avec l'orthographe. Oui, disons que bon, dans les 3000 que nous gérons, il faut, disons, savoir qu'on a travaillé suivant le système de l'entonnoir. C'est quand vous entendez à la radio un nom de domaine, par exemple, comme à la radio. Comment écrivez-vous comme à la radio? Avec des traits d'union, sans trait d'union, un trait d'union entre chaque mot, tous les mots ensemble, le com avec un KOM, ou alors on peut prendre d'autres noms qui ont des orthographes variables. Donc pour pouvoir, disons, augmenter la visibilité des sites, il faut imaginer comment des gens qui n'ont pas l'habitude de surfer sur le net vont interpréter un nom qu'ils entendent, ou qu'ils lisent, ou qu'ils entendent de bouche à oreille. Raphaël, tu devines immédiatement que ça ne se fait pas sans problème. Vous avez eu des procès tout de même en réserve. Il y a eu, disons, des procès, pas tellement, des intimidations. On peut citer le premier cas qui a été Téléshopping, que j'avais enregistré lors de la libération des noms de domaine dans un cadre du... Téléshopping.be, donc Téléshopping.be. En fait, j'avais enregistré Vidéo Shopping, Home Shopping, Care Shopping, ainsi de suite, toute une série de noms pour faire un site commercial pour la vente d'appareils électroménagers, d'appareils bruns blancs. Et j'ai eu une mise en demeure de la part d'un cabinet d'avocats français parce que Téléshopping.be était revendiqué par TF1. TF1 et sa chaîne même de le vente. .be, donc pas le .fr. Même le .be. Hein, donc ils n'ont pas le com, mais ils ont le net, ainsi de suite. Et ils voulaient absolument avoir le .be, donc grosse artillerie d'un cabinet d'avocats français. Vous devez le restituer, sinon menace de procès. Avez-vous cédé? Non, je n'ai pas cédé. Je me suis battu sur base de toute une série, disons, d'éléments. Mais le nom n'a pas été exploité. Disons qu'il y a eu des intimidations. On pouvait le garder, mais on ne pouvait pas s'en servir. C'est vrai que là, on aurait pu tomber dans des risques commerciaux en exploitant un site avec le nom Téléshopping par rapport à la vente par correspondance. Je crois qu'on devrait, Raphaël, poser la question à notre invité aussi d'une menace de procès qu'il a eu avec une grande banque. Hein. Est-ce que Général.be n'appartient pas à Alain Lombard? Si, la Général.be, en fait, ce nom de domaine, je l'ai récupéré tout à fait par hasard dans le cadre d'un projet général, si je puis dire. Je tente l'enregistrement et je tombe sur Général.be, je l'enregistre. Et 24 heures après, je reçois une mise en demeure téléphonique et même écrite de la part d'un agent technique
qui était chargé donc, de la gestion de ce nom de domaine et qui, par une erreur, on ne sait pas s'il était volontaire ou pas, avait désenregistré le nom de la Générale de Belgique. Une dernière question, peut-être que ça vaut la peine de se lancer dans ce genre de combat aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, s'il n'y a pas quelque chose derrière à vendre, s'il n'y a pas du service, s'il n'y a pas de la donnée, de l'information à vendre à des entreprises, le nom de domaine n'est pas rentable. Raphaël, je t'avais dit, passionnant. Après la publicité, on se retrouve avec un site qui vous dit tout sur le Wi-Fi, un petit tour du monté avec Jean-Marc et quelques sites décalés avec Olivier. A tout de suite. On est de retour et comme le mois passé, on engage un petit match entre Cédric et Brice, un petit geek match. Voilà, un petit Brice, geek match. la balle est dans ton camp. Je commence avec la news de l'Internet, ce dont tout le monde parle sur tous les sites. C'est énorme, c'est géant, c'est le cas de le dire, puisque c'est Google, quand même, le moteur de recherche le plus utilisé de l'Internet, qui se lance dans le mail, dans le webmail pour être précis, et alors avec une offre qui tue à la Google, c'est-à-dire que Google vous propose gratuitement de disposer de 1000 mégabytes. C'est énorme. 1 gigabyte. Oui, pour donner une idée, l'offre de Yahoo, par exemple, pour en prendre une, c'était $60 pour 10 mégas. Ah ouais. Donc c'est gratos. C'est juste 100 fois plus, tu vois, pour zéro, pour infiniment moins. Donc on se demande comment est-ce que Google va faire ça. Il faut savoir que c'est gratuit, que ça permettra de stocker environ 500 000 emails. Donc en gros, l'idée, c'est que vous n'aurez plus jamais de toute votre vie à effacer vos emails. Alors comment est-ce que Google peut réussir un truc aussi fou? Eh bien, Google, en fait, dispose aujourd'hui d'un ensemble d'ordinateurs, de plus de 100 000 ordinateurs. Et ils ont développé un truc révolutionnaire qui s'appelle GFS, le Google File System, et qui permet en fait d'agréger ces 100 000 ordinateurs avec les disques durs comme si c'était un seul disque pour stocker vos mails. Et les idées géniales de Google, elles sont nombreuses, ils sont très forts en recherche et développement, puisque vos mails seront compressés, et en compressant les mails, on divise par 3 la place. Par contre, vos données seront stockées 3 fois, comme ça, en cas de panne, vous pourrez les récupérer. Donc, ils vont faire une espèce de disque dur, mais géant, comme l'humanité n'a pas encore connu. On parle de pétabytes. C'est vraiment des gigas de gigas de gigas. Et ça sert à quoi un giga? Ça sert à quoi un giga de stockage? Alors, un giga de stockage, ça permet de garder 10 ans tes emails, ça permet de mettre des vidéos, des attachements, des JPEG. Et alors, ce qui est génial, il y a plein de trucs géniaux, c'est vraiment le sujet le plus important de l'Internet. Aujourd'hui, par exemple, il n'y aura pas de dossier pour classer tes mails, puisque ce sera le moteur de Google que tu utiliseras pour rechercher dans ton dossier. Et lorsque tu liras un mail, par exemple, de Raphaël, qui parle du sommaire de l'émission Cybercafé, eh bien, automatiquement, il te sortira tous les autres mails que Raphaël t'a écrits, ainsi que tous les autres mails. En tant qu'arbitre, Brice, je me vois dans l'obligation de passer la manche. Ah oui, c'est comme ça. C'est un peu perdu d'avance. C'est gmail.com. Alors, moi, j'ai un truc qui sert vraiment à rien du tout, qui s'appelle le BlackBerry. Merci Cédric. C'est un truc qu'on a sorti dans tous les pays du monde, je pense, sauf la Belgique pour l'instant, notamment en France. Si, il est en vente à la FNAC. Il est en vente à la FNAC, mais il n'est pas commercialisé par un opérateur. Ça s'appelle le BlackBerry. Donc c'est en fait un Palm, c'est un petit ordinateur de poche comme ça, qui est assez encombrant, qui fait téléphone également, qui permet d'ouvrir des fichiers Microsoft Office, des fichiers PDF, etc., ce qui est toujours très agréable dans un espace aussi réduit, de lire ses mails. Et tout ça se passe un peu comme pour les mails, par exemple, par ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire que les mails arrivent sur l'appareil sans devoir aller chercher les mails soi-même, etc. Ils arrivent un peu comme des SMS. C'est un peu comme l'e-mode de Base qui envoie une notification lorsque tu as un message. Et bien justement, c'est KPN qui lance ça aux Pays-Bas dans 2-3 mois et ça viendra en Belgique apparemment pour la rentrée. Il n'y a pas encore de prix, mais ils visent le segment business, mais comme ils doivent tout de suite avoir 25 sociétés dans leur portefeuille. C'est pas énorme. Ça va un peu moins marcher à mon avis que Gmail. Juste préciser que le BlackBerry est muni d'un clavier. C'est quand même ça qui le distingue du Palm. Droit de réplique à Brice? Alors moi je vais vous parler d'un truc assez génial. C'est le problème du surf sur le web. Tu surfes sur le web et puis à un moment tu es passé par un site, tu n'as pas mis de bookmark et tu as oublié lequel c'était. Alors à ce moment-là tu vas dans l'historique, donc dans ce que ton browser mémorise, et il mémorise finalement chaque fois le nom de la page, une URL, ce qui n'est pas très pratique pour retrouver... Les cookies, c'est pas ça? Non, c'est l'historique. Les cookies, c'est là, strictement rien à voir. Je t'expliquerai plus tard. Mais donc, pas facile de retrouver sa trace. Eh bien, un nouveau logiciel vraiment va révolutionner. C'est un logiciel qui a été développé par une université, la UIUC, je
crois que c'est l'Université de Californie, voilà, et ils ont développé une idée tout à fait géniale qui s'appelle Trailblazer. Alors Trailblazer, eh bien, va simplement mémoriser l'image de chacune des pages par lesquelles tu es passé et créer automatiquement une sorte d'arborescence. Donc tu cliques pour aller d'une page à une autre et il te crée une espèce d'arbre où tu vois toutes les images. Ici, un petit exemple, Raphaël, je l'ai imprimé pour toi, tu vois. Et alors, on voit comme ça les pages, ce qui te permet très facilement de cliquer pour revenir à une page que tu as vue précédemment. Je passe la balle. En général, on efface ça comme on efface ses traces un petit peu quand on va sur Internet. Tu peux évidemment effacer ton historique si tu vas sur des sites cochons, par exemple, Cédric. Alors, j'ai un truc qui est vraiment une révolution dans le monde Linux pour l'instant, c'est GNOME 2.6. Alors, c'est un environnement graphique. Il y a deux écoles sous Linux. Il y a KDE, qui est le Cool Desktop. À pas confondre avec KDO. Qui n'ont absolument rien à voir. Et puis alors, il y a GNOME, qui est... À pas confondre avec Genome. Rien à voir non plus. Timing à ne pas confondre avec le temps qui nous reste. Et qui est un environnement graphique qui offre toute une série de programmes à Linux. Alors c'est évidemment la guerre entre le KDE et le GNOME. Ils sortent une version 3 puis une version 2.6. Ce sont des environnements graphiques, hein, il faut le dire quand même. Tout à fait. Alors c'est une nouvelle qui n'intéressera évidemment que les utilisateurs de Linux, mais qui sont tellement nombreux et qui nous réclament tellement d'infos. Tout à fait, c'est une vraie info pour geek. Alors gnome.org, là on a vraiment toutes les infos sur GNOME. Formidable. Voilà, moi j'arrête là. Au niveau de l'info condensée, je pense que on peut donner la coupe à Cédric. Prochaine revanche. Je me vengerai. Alors après ce match torride, ça sent un petit peu le vestiaire ici, mais... Les ténèbres, un ordre lumineux, un chaos lumineux, enfin bref, c'est assez obscur. Mais Gilles et sa fraîcheur est là pour nous faire oublier tout ça. Évidemment. Dernier avec un jeu qui s'appelle... Un jeu complètement imprononçable. Oui, j'ai un peu de mal. Rat Unleashed. Voilà. C'est un jeu qui sort sur PlayStation 2 et Xbox, qui m'a directement fait penser à un vieux souvenir de joueur, un jeu de 84, Archon. Mais t'avais quel âge en 84? J'avais 6 ans. Et tu jouais déjà sur ton Commodore 64 à Archon? Ah ouais? Moi aussi, je me suis arrêté plus vite que Gilles. Et Archon, c'était une espèce de jeu d'échecs avec des monstres et il fallait se battre quand ils étaient sur une case. C'est un jeu qui avait fait grand bruit à l'époque, et plusieurs versions. Sur PC après. Sur plein de plateformes, et à l'époque, moi j'avais trouvé ça génial. C'est un jeu assez génial puisque ça prenait simplement le principe du jeu d'échecs, donc avec ici la particularité que deux pièces qui se retrouvaient sur une seule et même case se transformaient en un duel d'action où une pièce mineure pouvait battre une pièce importante du camp adverse. Donc tout était dans le savoir-faire. 20 ans après, on est en 3D. Est-ce que le principe du jeu est toujours le même? Oui, mais pourtant aucune annonce n'a été faite dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, ici, c'est pas pour faire le malin, rappeler des vieux souvenirs comme ça, c'est simplement pour illustrer. C'est pas une licence d'un vieux jeu. On ne se vante pas d'avoir fait la reprise. Non, ici, c'est plus pour montrer quand même que les jeux vidéo, c'était assez cyclique et que tout se retrouve et que tout se refait. Et que tout est dans tout. Voilà. Alors, est-ce que le jeu est bon? Bah ici, on était quand même assez content de trouver ce fameux concept qui avait plu à beaucoup de gens. Dans les points positifs, c'est justement que ça essaie d'actualiser ce principe assez génial à la base. Mais la réalisation, la maniabilité fait un peu défaut. Donc ici, comment est-ce que ça marche maintenant? C'est toujours donc deux camps faits c'est deux clans de demi-dieux, comme on appelle ça, avec chacun... Ça fait un dieu, quoi, deux demi-dieux, c'est vrai. Oui, donc il y a le chaos, enfin, c'est différents ordres, hein. Donc il y a les ténèbres, un ordre lumineux, un chaos lumineux, enfin bref, c'est assez obscur. Mais... Surtout le chaos lumineux est assez obscur. Oui, bah oui, je ne sais pas, je me suis un peu interrogé là-dessus, mais bon, j'ai pas trouvé de réponse. Tout ça pour dire que, en fait, chaque camp a des spécificités, des particularités et un élément. Ça, c'est un peu la nouveauté, puisque Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs, Gilles? On peut jouer à plusieurs. Entre humains, je veux dire, à plusieurs humains. Oui, et c'est là aussi où le jeu prendra quand même un peu plus de sens, puisque à la base, tout seul, c'est quand même pas génial. Donc le jeu en lui-même n'est pas super bon, c'est une reprise, mais pas super bonne. Non, il n'est pas très bon. Oui, disons-le franchement, c'est pas un bon jeu, c'est un jeu de moyen. C'est une demi-daube, on va dire. C'est une demi-daube. Demi-daube. Mais il y a quand même pas mal de choses, puisque justement, c'est assez rare ce genre de jeu. Il y a quand même un point de vue stratégique qui est plus développé évidemment que dans la version de 84, puisque les moyens diffèrent. Mais bon, ça reste quand même 50-50. Hein. Donc le remake est parfois une bonne chose, parfois pas quand c'est mal utilisé. Brice, tu connais le Wi-Fi? Évidemment, des fois, les gens se disent « Oui, mais le Wi-Fi, c'est compliqué ou quoi ?» Est-ce que ça veut dire oui en wallon? Non, ça c'est aïe. Ah. On reçoit David Perruche qui a un site dédié au Wi-Fi. Que le dieu Wi-Fi. Planète-wifi.be. Oui, tout à fait. En fait, on est des passionnés de Wi-Fi. Donc, cette fameuse technologie qui permet de se connecter n'importe où, utiliser Internet. Et
quand on avait commencé le site, pourquoi on a commencé? Parce que justement, on avait remarqué que sur Internet, on ne trouvait pas grand-chose sur la toile au niveau de tout ce qui était Wi-Fi francophone, du moins surtout grand public. Donc on s'est dit, si à nous de le faire. À nous de le faire, tout à fait. Et puis, le but aussi du site, c'est avant tout de présenter tout ce qui peut être actualité Wi-Fi, mais au sens large, on peut très bien présenter, par exemple, un lecteur DivX Wi-Fi, ça peut paraître assez... Vous ne parlez pas que des routeurs, mais de tout ce qui est Wi-Fi. Un lecteur MP3 Wi-Fi, par exemple. Oui, par exemple, on peut parler d'un tas de trucs qui existent sur le Wi-Fi. Les téléphones qui arrivent. Tout à fait, ça aussi. Donc, évidemment, des fois, les gens se disent, oui, mais le Wi-Fi, c'est compliqué ou quoi. Mais justement, le site essaye de démystifier un petit peu la technologie en disant non, c'est pas si compliqué que ça peut le paraître. On parle souvent de sécurité, on dit oui, le Wi-Fi, c'est pas sécure du tout. Mais si, pour autant que c'est bien configuré, et c'est ce qu'on explique un peu au niveau du site à travers le dossier. Vous êtes combien à mettre à jour ce site? En fait, on est 3. Et ça fait combien d'années que vous vous en occupez? Oh, le site est tout jeune, le site a à peine 6 mois, donc... Ah d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de visites? Oui, actuellement, je vais dire, bon, beaucoup, c'est toujours un peu relatif, mais on a déjà une moyenne de plus de 1000 visites par jour. Donc, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, oui, tout à fait. En plus, on est de plus en plus en contact avec justement tout ce qui peut être distributeur pour justement informer les gens, le grand public, pour s'intéresser davantage. Est-ce que quelqu'un comme moi, qui suit pas particulièrement, on peut le dire, hein, dans la technologie, est-ce que le site est simple de comprenure, on va dire? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, allez, il faut un minimum, il faut savoir l'alphabet un petit peu quand même. Ah ouais, ça va. Je crois que je peux y arriver. Ouais, sans problème. Mais à partir de là, c'est clair que c'est pas compliqué. C'est une lecture très simpliste, tout en étant malgré tout compliqué. Donc l'avantage, c'est vraiment... Tiens. Et puisque toi, tu connais bien le Wi-Fi, une question qui intéresse nos spectateurs, est-ce que c'est cher de s'installer en Wi-Fi? Est-ce que c'est cher d'utiliser le Wi-Fi? Non, il faut dire ce qui est. Maintenant, ça devient vraiment démocratique. On peut avoir déjà, par exemple, une petite installation pour 130 €. Et donc là, je dois dire, ça reste un prix abordable. Hein. Tout à fait. Merveilleux. Eh bien, soyez encore plus nombreux à visiter ce site. On rappelle l'adresse, c'est planète-wifi.be. Le triangle, spectateur, torture et victime. Jean-Marc, bien tourné, bien monté. Ah les gars, j'aime bien quand vous êtes comme ça. C'est sur la balle. Jean-Marc a décidé de vous emmener au théâtre ce soir. Chouette. Pour une expérience repoussant toujours plus les limites du théâtre et du stress. Nous étions, enfin j'étais, ma caméra et moi, au Bursk-Coburg pour une expérience assez particulière. Un peu sadomaso. Un peu sadomaso qui s'appelle, je n'ai toujours pas bien compris pourquoi, Catching Whales is Easy. Attraper les baleines est facile. Oui, tu as failli faire... Ah, non. Voilà. Parce que baleine, je ne connaissais pas la traduction. Je comprends bien. Donc c'est notre ami Chris Verdonk, je ne sais pas si c'est le frère de Paul-Henri ou s'il a un lien quelconque, qui a de sérieux problèmes mentaux à mon avis et qui donc présentait plusieurs... Il avait investi le Bursk-Coburg, cette célèbre salle bruxelloise de spectacle, où j'ai été plein de fois, avec des installations vraiment en mi-chemin entre le théâtre-action, l'installation et la performance, dont on voit les premières images derrière moi, j'imagine. Oui. En fait, il prend une actrice. Oui, on ne verra pas le restant de la soirée parce qu'il la met directement dans une espèce d'énorme oreiller en caoutchouc qu'il ne tarde pas à sceller hermétiquement. On ne pourra pas dire qu'il a... Elle est à l'intérieur du caoutchouc. Attendez, parce que c'est un dispositif un peu complexe dont je vais passer dans les rangs pour vous montrer un peu. Voilà. Donc nous avons cette espèce de gros sac de caoutchouc dans lequel s'est glissée en compagnie d'un laptop cette actrice et elle a aussi accès à une espèce de respirateur. D'accord. Chris Verdonk, parce qu'il n'a pas 50 000 assistants, lui-même, avec un aspirateur, lui envoie de l'air pour qu'elle ait une espèce de ballon de départ. Et la performance consiste en ceci. Elle a une série de mots qu'elle doit lire. Elle doit se faire, elle doit se faire comprendre du laptop et donc par un système de reconnaissance vocale. À partir du moment où lui a compris ce qu'elle disait, donc le mot, il lui propose... un petit peu d'air. Non, pas tout de suite, c'est encore plus vicieux que ça. Parce qu'il y a des sensors qui sont placés dans cette espèce d'énorme coussin en caoutchouc hermétique, je vous le rappelle, bonjour l'angoisse. Et donc, une fois que l'ordinateur a reconnu un mot, elle a 10 possibilités de mouvement avec son corps. Et si elle accède au bon mouvement et donc au bon sensor, elle a 4 secondes d'oxygène. Your mind.
Et si elle rate son coup, qu'est-ce qu'elle passe? Elle meurt. Bah, bon, j'imagine qu'il y a une consigne de sécurité au cas où. Ah, il ne laisse pas mourir. Moi, ce que je trouve fabuleux dans cette expérience, que je trouve assez ultime, c'est de la symbolique. Mais je veux dire, mêler, c'est la première fois que je vois de façon aussi réussie, au niveau du spectacle qui est rendu et qui est montré, le triangle spectateur, torture et victime. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'entend parler? Évidemment, on l'entend, Donc tout le monde voit ce machin en caoutchouc qui se dégonfle, et on entend la fille qui fait banane. Et alors si elle fait au secours, c'est ton steak. Alors, évidemment, voilà. Alors, un bémol, moi j'ai trouvé ça fabuleux parce que j'ai assisté à une répétition où j'ai vu la fille rentrer dedans. Le bémol que j'ai trouvé par rapport à cette idée que je trouve assez forte, parce qu'utiliser la technologie pas comme une fin en soi, mais comme vraiment un outil de torture théâtrale, c'est que les gens sont amenés devant le dispositif déjà en place, et tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un Jean-Marc qui a donné l'espèce d'explication qui était pourtant là disponible. Les gens se demandent ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé ce que c'est, et s'ils avaient eu la clé que moi j'ai eue, je trouve que c'est une expérience, bon, c'est du théâtre expérimental, mais c'est assez extrême. Alors je te poserai la question un peu comme ces magazines qui après la description d'un film, qu'en pensez? Eh ben moi, j'en pense que du bien, parce que je trouve que, bon, effectivement, le public de base qui va voir André Lamy au Théâtre des Galeries n'y trouvera pas son compte, à mon avis, mais je trouve qu'on fait vraiment... C'est sympa d'essayer de le mettre dans un truc. Ça pourrait faire du bien à beaucoup de gens, peut-être. C'est pas une mauvaise idée, je connais pas mal de mecs. Mais il y avait autre chose ce soir-là. Quoi donc, Jean-Marc? Eh ben, au Beurskoburg, donc Chris Verdong avait une autre installation, dont on voit évidemment les images dans mon dos. Oh, elle part là. Eh ben voilà. Donc nous sommes, nous publics, confrontés à une jeune femme qui se présente à nous dans une espèce d'habit indéfinissable entre Blanche-Neige et une infirmière, avec son petit sac. Voilà, on peut dire ça aussi. Elle a un petit sac et elle a un sensor sur son doigt, qui lui donne un doigt un peu rouge comme ça, et cette espèce d'objet calcule ses battements de cœur, et au 500e battement de cœur, l'expédie littéralement, comme Brice vient de le voir, 4 mètres de haut contre une espèce de premier matelas, et elle retombe violemment sur un deuxième matelas. Ça va. Incroyable. Ça émeut beaucoup Brice, voilà, qui le tire tous les 500 battements de seconde. Est-ce qu'elle a mal? Enfin, c'est violent. C'est assez violent. Alors à chaque fois, cette fille se remet un peu en place, revient vers nous, ne dit aucun texte. Non, mais elle est de plus en plus angoissée. Et elle est de plus en plus évidemment stressée. Et c'est ça, à nouveau, où je trouve que ce garçon ne va pas bien dans sa tête, mais en tant que metteur en scène a des choses intéressantes, parce qu'il nous place évidemment, nous, publics, dans une espèce de malaise, déjà face à quelqu'un qui est là sans rien dire et qui attend une espèce de torture. Et nous qui savons que ça va revenir, qu'à nouveau, elle va se balancer contre un... à compter tes battements de cœur aussi? Non, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite et ça va de plus en plus fort. Mais effectivement, on attend évidemment la prochaine. Sur le fait que le public soit même plus mal à l'aise que l'actrice. Exactement, c'est le légendaire triangle. Et en fait, plus elle est stressée, plus son cœur bat vite, plus elle va se faire tirer dans le Voilà. Et donc, elle se fait jeter 10 fois, et puis après, le spectacle est terminé, et on se dit, bon sang. Merci Jean-Marc pour ce merveilleux tourné-monté. J'espère que cet homme paye très bien ses comédiens. On n'y croyait plus, pourtant Gilles l'a fait, une 4e apparition dans Cybercafé, bravo. Et j'ai pensé à vous deux, handicapés des jeux vidéo, avec le super manuel de la triche. Enfin, un truc pour passer le niveau 1 dans les jeux, je suis sauvé. Oui. Alors comment ça marche? C'est la gamme Exploder, en fait, qui propose une super boîte comme ça par console. Prenons d'abord la boîte PlayStation 2 qui permet notamment de dézoner de façon software le lecteur DVD de sa PlayStation. Donc on met un CD, on démarre, puis on change. Il y a également moyen de compresser ses sauvegardes sur sa carte mémoire. Enfin bref, c'est surtout un relais entre son PC et sa console, pour toute une série de choses. Donc ça permet de charger des niveaux de jeu sauvegardés. Voilà, ça permet de le charger des cheat codes en plein milieu des jeux. Exactement. En fait, ça reprend un peu ce qu'on avait connu il y a quelques années sous le nom de Action Replay. Donc ici, c'est la même chose que l'Action Replay, qui était un catalogue sur CD de toute une série de codes. Ouais. Ici, ils ont étendu le principe avec la connectivité PC-console. Et cette offre-là est également disponible sur Xbox. Mais en Xbox, c'est différent, Gilles. C'est pas un câble qui raccorde ton PC à la console, mais c'est un câble qui te permet de charger une carte mémoire et puis tu la mets dans ta Xbox. C'est ça. C'est assez symptomatique de la politique de Microsoft de ne pas trop bidouiller avec sa console, même si c'est du software. Ici, en fait, c'est simplement l'accès à sa carte mémoire via son PC. Donc, en gros, on a un CD qui est rempli
de code triche, de niveau, enfin de tous les niveaux sauvegardés de pas mal de jeux. On a également la possibilité de faire des mises à jour et d'aller sur le site Exploder, aller chercher les dernières mises à jour et tous ces genres de choses. Et où est le plaisir alors? Parce que tu vas plus découvrir toi-même, oui, tu vas avoir les infos. Ça c'est bon aussi, ces jeux-là, les codes triche ne sortent pas directement en même temps que les jeux, parce qu'il faut toujours un petit temps de recherche et d'adaptation. Et c'est peut-être plutôt, en tout cas, pour les gens qui vont rester calés un moment, même si on sait bien qu'en tant que joueur, le fait d'aller débloquer le niveau sur lequel on se casse les dents depuis un bon moment, c'est autant mêlé de plaisir que de déception. Une fois que c'est fait. Est-ce que pour les jeux en ligne, ça ne va pas poser un problème? Parce que ceux qui disposent de ce petit appareil auront dans une même partie des capacités supérieures. Mais justement, ça soulève tout un débat qui est justement la triche sur les jeux. Et parlons plus spécifiquement de PlayStation, puisqu'en fait Exploder s'est carrément vanté à la sortie du jeu Socom, le jeu développé par Sony en ligne, de directement pouvoir proposer à des joueurs des munitions infinies sur le réseau et toutes sortes de choses. Donc ça, pour l'instant, on trouve ça sur le site. Ça soulève pas mal de questions, de problèmes. On attend la réaction de Sony, mais en tout cas, au niveau d'Exploder, ils mettent quand même tout ça en avant. Est-ce que c'est légal, ce petit machin? On pense que oui, puisque c'est dans le commerce. C'est dans le commerce, ouais. donc... Bon, moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas été voir jusque-là, mais en tout cas, l'offre est assez énorme. Tu sais, je ne vois pas pourquoi dans la loi on t'interdirait de tricher aux jeux vidéo. C'est pas mal, le législateur dit tu ne tricheras pas aux jeux vidéo. À la base, dans le dico, tricher, c'est pas un mot super positif. Non, mais bon, là, c'est une tricherie légale. Oui, et ça coûte combien Ça coûte 49,95 €. J'ai même ça. Oui, c'est assez cher. Ouais. Bon, le truc ici, c'est que c'est optimisé à long terme, puisqu'une fois qu'on dispose du petit matos, on peut aller charger sur le site autant régulièrement. Donc on peut l'utiliser des années, quoi. On peut l'amortir. Un petit pins dans la boîte pour dire je triche comme ça. Génial, j'en suis. Non, j'en suis. Il y a un pins de tricheur. Il y a un pins dans la boîte. Donc voilà, on pourra se reconnaître. J'explode. Ben, en tout cas, je te l'apprends. Et pour l'instant, l'offre est sur PlayStation et Xbox, mais tout ça va arriver également sur GameCube, sur Game Boy Advance. Ça va s'étendre. Ouais, voilà. Donc, eh bien, on en aura 2 de chaque exemplaire à vous offrir à la fin de l'émission. Hop, je les prends toutes les deux. Wow. Là est toute la question, est-ce que ton morceau est sympa? Parce que bon, c'est bien de monter, de se rigoler, etc. Alors Olivier, comme chaque fois que tu viens nous faire un petit bonjour, c'est soit pour qu'on s'embrasse, soit pour nous proposer des sites décalés cette semaine. Mais avant qu'on continue nos ébats, je crois qu'il faut qu'on sorte et qu'on s'amuse. Donc spécial danse aujourd'hui. Spécial danse, spécial sortie. Et avant tout, devenir un bon DJ. C'est pas évident, je sais pas, tu connais non, mais bon DJ? Raphaël était DJ. Ouais. T'es DJ? Oui, il a les marques sur les bouts de doigts. Il a des vinyles chez lui. Eh bien, incroyable. Alors Breaking the Road va vraiment te plaire parce qu'en fait, le but, c'est que tu dépannes un disquaire qui un manque de DJ, tu vois, il lui manque un DJ, absolument, il faut qu'il y ait un gars. Et donc, il lui demande, tu pourrais pas venir avec une idée originale. Et donc, le DJ que tu vas incarner dans ce site, eh bien, va dire, ok, j'ai une idée géniale, je vais me balader en ville avec mon mini-disque et enregistrer les sons de la ville. Ah, les pomper les sons dans la ville. Voilà, exactement, avec ton micro et tout. Donc voilà, tu es ce personnage, tu te balades en ville, et tout ça, c'est une animation flash, shockwave, enfin, complètement multimédia, et donc tu te balades avec ta souris et tu entends les sons de la ville. Et donc tu attrapes vraiment les sons dans le dessin animé. Voilà, tu attrapes les sons, tu enregistres, et alors tu as 5 pistes ou 6 pistes, et après, une fois que tu as eu assez de sons, tu retournes chez toi et tu commences à mixer. Et tu peux placer les sons. Tu places des sons, tu places des loops, enfin tu as une timeline, enfin tu arrives à faire vraiment ton propre... Tu arrives à faire des morceaux sympas? Écoutable. Et bien justement, là est toute la question, est-ce que ton morceau est sympa? Parce que bon, c'est bien de monter, de se rigoler, etc. Après, figure-toi, tu rentres réellement dans la boîte où tu as toute la meute en train de t'attendre et un applaudimètre. Et le but est d'amener en fait le son de la soirée et faire péter l'applaudimètre. Head big as this other fella. 6'5", standing tall. I felt a fool, turned and ran as you would. Formidable. Tu y es arrivé? Bah personnellement, je suis pas trop DJ, mais peut-être je vais m'entraîner et grâce à ça, je vais peut-être m'éclater. Tu y arriver. Ouais, voilà. Un autre petit site dans la même lignée en fait. Une fois que tu as pu t'entraîner, tu as eu un bon applaudimètre, eh bien c'est No Wax. No Wax, c'est un groupe de potes. Rien à pas confondre avec Mo Wax, qui est un label anglais culte mais qui a disparu. Tout à fait. D'acid jazz. Voilà. Donc No Wax cette fois-ci. À mon avis, ils ont été un petit peu inspirés de cette appellation. Eh bien, le principe No Wax, c'est d'organiser des soirées où les invités sont finalement un peu prennent la place du DJ. Et la première chose à faire, c'est venir avec son iPod. Donc, petit lecteur MP3 de chez Apple. Et tu t'amènes avec des morceaux favoris. Et alors avec ta playlist. Avec ta playlist, exactement. Et donc,
tu prends un ticket, chacun à son tour passe, tu te plugues avec ton iPod dans la table de mix, et puis tu commences par 3 morceaux, donc tu dois maxer. Et en fonction du succès que tu as auprès de l'audience, tu continues ou t'es viré et t'es remplacé par un autre. Voilà, exactement. C'est pas mal comme idée. Toute l'idée, c'est vraiment venir avec ces MP3, donc ça devient une soirée MP3. Et ils disent bien clairement... c'est pour ça, No Wax, c'est pas de vinyle. Voilà. La Wax, c'est le vinyle, quoi. Bah donc c'est No Wax. Oui, d'accord. Voilà, c'est donc pas du label. Ouais, voilà. Mais bon, ils disent bien clairement, ils sont pas contre le vinyle. Mais bon, c'est un nouveau style, quoi. Ils amènent. Quoi. Voilà. Encore un petit site. Little Country. Eh bien, maintenant que tu as pu t'entraîner, que tu es le DJ de la soirée, eh bien, il te reste plus qu'à t'éclater dans les soirées, mais qui n'ont pas du tout, si tu veux, d'approche avec ton style, tu vois. Donc, si tu veux commencer à devenir DJ raga ou funky ou disco, ben voilà. Donc, Little Country, c'est un site qui est très bien fait par un web designer. Donc, tu vois, un peu pour faire sa promotion personnelle. Eh bien, il présente toute une panoplie de mondes qui sont liés à la culture de chaque style de musique. Tu vois, donc tu deviens DJ. Puis bon, à côté de ça, il y a toute la culture de la danse. Donc, vraiment apprendre à faire les pas de danse et tout ça. Ah, tu peux faire les pas de danse? Ouais, c'est vraiment sympa. Et là, c'est plutôt sous forme d'illustration. Aussi des petites animations flash, un peu moins d'interaction que le premier site. Mais effectivement, Little Country, ça vaut le détour, quoi. Et, du bon choix cette semaine. Un petit dernier? Un petit dernier pour la route, parce que là, si vous allez vraiment en boîte, ça peut vous être utile. Exactement. C'est-à-dire dans la réalité. Oui. Dancesafe.org. Eh bien, le but de ce site, c'est effectivement qu'on puisse sortir, s'éclater et rentrer à la maison safe. Exactement. Ce site fait la panoplie de tout ce qui est disponible en drogue. Donc, toutes les crasses qu'il y a sur le marché, voilà. Et alors, ça a commencé par l'initiative Ecstasy, cocaïne, GHB, enfin tous les trucs qu'on trouve en boîte. Tout ce que tu peux trouver en boîte. Et alors aussi, par rapport à l'ecstasy, le problème, c'est d'avoir, si tu veux, un niveau de qualité. Donc, ils ont fait un tableau de comparaison avec un scan de la pilule, pour reconnaître le logo, etc. Il y a des kits qui existent aussi où tu peux... Oui, justement, ils en vendent de ces kits. Exactement, ce sont des petits kits chimiques qui permettent de faire des tests. Ils en vendent à des prix super abordables. Le but étant que tout le monde passe une agréable soirée. Ce qui est très intéressant sur ce site aussi, ils ont sorti une espèce de label de conseils pour les organisateurs de soirées, savoir comment organiser une soirée. Si tu sais que par exemple tu vas faire de la trance ou tu sais que tu vas avoir des gens qui vont consommer l'ecstasy, savoir créer aussi une atmosphère, si tu veux, qui permette d'éviter trop de problèmes, tu vois, et avec des rapports en disant c'est un site français là? Non, c'est un site en anglais, ouais. Okay. Donc je pense que là-bas il y a des grosses soirées. À mon avis aussi c'est pour faciliter, si tu veux, la transmission de l'information, parce que je trouve que c'est une ressource super intéressante pour les gens qui veulent essayer des petites drogues, savoir exactement quelles sont les conséquences en fait. Les vrais risques. Les vrais risques. Voilà. Merci pour toutes ces... Sortez prudents, mais éclatez-vous. Hein. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas sortir et pour ne pas écouter de la bonne musique maintenant, voire en faire. Mon petit Brice, ça s'achève. Et oui, Raphaël, une bonne émission qui était tournée au Théâtre 140. Puis le Théâtre 140, le Théâtre Mythique 140, je ne sais pas si vous savez, mais la première fois que les Pink Floyd sont venus en Belgique, c'était ici, au Théâtre 140. Et ils étaient en fait assis exactement là où je me trouve. Non, je pense qu'ils jouaient. On était là tout à l'heure. Je crois qu'ils venaient voir... téléspectateurs de Cybercafé, ça vous intéresse certainement les événements qui se passent ici. Pour plus d'informations, théâtre140.be. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux, Raphaël, donc des jeux qu'on a vus durant l'émission. On aura 5 exemplaires de Wrath Unleashed pour Xbox. T'as vu, hein? Ouais, pas mal, hein? Ouais. Et il y aura un mot de passe. Qui sera Jean Lefebvre. Jean Lefebvre. Nous aurons aussi 5 exemplaires de Metal Gear Solid de Twin Snakes pour la GameCube. Donc ne jouez que si vous avez une GameCube. Et il y aura un mot de passe Raymond Poulidor. Oh! Voilà. Il n'a pas tellement joué au théâtre, mais c'est pas mal. C'est pas grave. Et puis on aura 2 exemplaires du PS2 Exploder V4 DVD Pro. Donc le truc pour tricher sur la PS2. Hein. Alors là, il y aura un mot de passe, Raphaël. Michelin Dax. Michelin Dax, excellent, je vais le replacer. Et enfin, 2 exemplaires du Xbox Exploder Game Save. Donc la même chose pour tricher sur Xbox. Il y aura un mot de passe. Vas-y. Ah non, Fernandel. Oh, très bien. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine. Bye bye.
Joyeux anniversaire, joyeux